Les Rothschild, plongés au cœur de la famille la plus puissante du monde. Imagine une seule famille devenir si riche et influente que, pendant plus de 2 siècles, on lui a attribué tout et n'importe quoi. Du financement des guerres au contrôle secret de l'économie mondiale. Bon, dit comme ça, on dirait clairement le scénario d'un documentaire complotiste. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que derrière toutes ces rumeurs et ce mythe d'internet, il y a une histoire bien réelle. Et elle est tout aussi fascinante. Comment Mayer Amschel Rothschild, simple marchand juif dans la ville de Francfort du XVIIIe siècle, vivant sous de fortes restrictions sociales et économiques, a-t-il réussi à poser les bases de ce qui allait devenir la famille bancaire la plus influente d'Europe? Et une fois cette richesse hors norme accumulée, comment la famille a-t-elle réussi à transformer ce pouvoir financier en véritable influence politique, et ce, dans plusieurs pays à la fois? Étaient-ils simplement des financiers brillants, au bon endroit, au bon moment, ou bien leur réseau international unique leur a-t-il permis d'influencer le cours de l'histoire comme très peu de familles en ont été capables? Et puis, il y a cette question qui les suit depuis plus de 2 siècles. Les Rothschild ont-ils réellement contrôlé une grande partie du système financier mondial? Ou bien des siècles de mythes, de propagande politique et de récits antisémites en ont-ils fait les méchants d'histoires qui en disent finalement plus sur nos sociétés que sur la famille elle-même? Pour répondre à tout ça, cet épisode remonte aux sources. Les premiers registres bancaires, les récits historiques des guerres napoléoniennes et les documents qui retracent l'ascension du réseau financier des Rothschild à travers l'Europe. C'est l'histoire de la naissance du pouvoir financier moderne, et également de la manière dont une seule famille en est devenue le symbole. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la partie la plus folle arrive après leur empire. Les Rothschild sont devenus des légendes pour certains, des méchants pour d'autres. Et cette image à 2 faces, c'est celle qui n'a jamais disparu. On les a surnommés les rois de la finance, la main visible derrière les guerres, et même la famille la plus riche de l'histoire. On dirait presque l'origine d'un méchant dans un film Marvel. Avant de plonger dans les mèmes et les théories du complot, voyons comment cette famille a vraiment commencé. Parce que non, ils ne dirigeaient pas secrètement le monde au XVIIIe siècle, ils étaient littéralement coincés dans un ghetto exigu à Francfort. Imagine un peu la scène, tu te balades dans une ruelle étroite de Francfort au XVIIIe siècle, la Jugendasse, le quartier juif. Des maisons minuscules, serrées les unes contre les autres, des enfants qui courent partout, et des boutiques qui débordent de vêtements et de babioles dans l'allée. Ça devait être sacrément chaotique. In the 17th century, roughly 3,000 people lived here. Frankfurt's Judengasse became an epicenter of Jewish life in Europe. Les maisons se penchaient les unes contre les autres, les rues recevaient à peine la lumière du soleil et l'hygiène. Disons que le luxe n'était pas au rendez-vous. Mais même ici, les familles juives survivaient grâce au commerce, au prêt sur gage et à la vente d'objets d'occasion. The ghetto was not very encouraging. Shops spilled heaps of second-hand clothes and soiled household goods into the alley. Frankfurt Jews are barred from farming, from handicrafts, even from dealing in nobler goods such as weapons, silk or fresh fruit. En fait, la plupart des familles juives de Francfort à l'époque n'étaient même pas originaires d'Allemagne. Leurs ancêtres avaient été expulsés de pays comme la France ou l'Angleterre au Moyen-Âge, et à l'époque, l'exil, c'était un vrai coup financier. Les rois effaçaient leurs créanciers juifs et partaient sans dette. Une sorte de cancel culture médiévale, mais à l'échelle de communautés entières. Puis arriva la peste noire au XIVe siècle, la pandémie la plus meurtrière d'Europe, qui fit disparaître environ 1/3 de la population. Et devinez qui en accusa? Les communautés juives, disant que les juifs empoisonnaient les puits. Et cette violence força encore plus de familles à migrer vers l'Est, vers l'Allemagne ou vers la Pologne. Quelques siècles plus tard, et voilà le ghetto de Francfort tel qu'on le connaît. Et en 1744, il y avait une petite maison avec un panneau rouge en forme de bouclier, Rothschild, en allemand. Oui, c'est de là que vient le nom. C'était exactement ici que Mayer Amschel Rothschild, le gars qui a en quelque sorte inventé le plan d'un empire bancaire, a grandi. Dingue non. Son père, Amschel Moses, était un petit commerçant de pièces de monnaie. Ça ne paye pas de mine, mais dans un monde obsédé par le statut noble, les pièces rares étaient le vrai signe de prestige à l'époque. Les collectionneurs n'étaient pas de simples passionnés fortunés, c'était des ducs, des évêques, des princes. This is Frankfurt, Germany. 50 years after the Bank of England opened its doors, a goldsmith named Amschel Moses Bauer opened a coin shop, a counting house, in 1743. Exact. Cette boutique a été la toute première classe de Mayer. Et crois-moi, il observait tout attentivement. Il regardait son père gérer les pièces et les antiquités, apprenait tous les trucs du métier et a pratiquement compris
comment l'argent fonctionne bien avant que la plupart des gamins de son âge ne finissent l'école. Imagine avoir 13 ans et déjà penser comme un courtier en bourse. C'est complètement fou. Mayer a grandi à feuilleter des catalogues de pièces poussiéreux, tenant entre ses mains des pièces d'argent et d'or frappées par des empires disparus depuis bien longtemps. He quickly learned the intricacies of banking and, in particular, developed an interest in rare coin. These coins from ancient civilizations like Rome, Persia, and the Byzantine Empire were highly sought after by Europe's elite. Il a compris que les pièces n'étaient pas que de simples bouts de métal brillant. C'était des preuves de pouvoir, des symboles de roi, de révolution, de victoire. De petits objets capables de raconter des histoires entières. Et surtout, elles pouvaient te connecter à des gens bien au-delà des murs du ghetto. C'est là que ça devient encore plus intense. Les parents de Mayer meurent alors qu'il est encore très jeune, le laissant orphelin. À 13 ans, la plupart des gamins se débrouillent avec les corvées ou essayent d'échapper aux devoirs de maths. Mais Mayer, lui, il convainc ses proches qu'il serait mieux dans une carrière commerciale. Dans une lettre, il écrivait « Dans ma jeunesse, j'étais un marchand très actif, mais j'étais désorganisé, car j'avais été étudiant et je n'avais rien appris. » Alors, il l'envoie à Hanovre pour devenir apprenti chez la famille Oppenheimer, qui était en quelque sorte une légende dans le monde de la finance. There he was apprenticed to Simon Wolf Oppenheimer, a fellow Jewish financier who was one of the main bankers for the government of Hanover. C'est là qu'il a appris la stratégie, comment lire un marché, repérer les opportunités et gagner la confiance des clients puissants. C'est ici que les grands coups commencent, les amis, les grands coups. Le gamin de Francfort, coupé de terre et de titres, était sur le point de comprendre comment transformer des pièces en contacts, des contacts en prêts et des prêts en empires. Amschel soon learned that loaning money to governments and kings was more profitable than loaning to private individuals. Not only were the loans bigger, but they were secured by the nation's taxes. Mayer Amschel Rothschild s'apprêtait à jouer dans la cour des grands. De retour à Francfort, il commence à se faire un nom en vendant des pièces et des antiquités. Mais le vrai coup de maître arrive quand il attire l'attention du prince Guillaume de Hesse-Kassel, l'un des princes les plus riches d'Europe. What Rothschild did was this. He would first buy the coins using borrowed money, then sell them to Prince William, effectively acting as both the buyer and the seller. C'est un peu comme passer de la vente de cartes Pokémon à gérer soudainement la collection d'Elon Musk. Le prince lui dit en gros, toi t'es officiellement mon court factor. Et ça veut dire quoi? Le boulot de Mayer, acheter de l'or et de l'argent pour le prince. Mais là où c'est brillant, il achète tout ça à crédit, les revend avec une marge et réinvestit les profits. In doing so, he profited twice, once from the 8% commission fee, and also from front-running Prince William. C'est comme jouer au Monopoly, mais dans la vraie vie, avec de l'or et en réel. Si t'as déjà rêvé de devenir un génie de l'argent avant tes 20 ans, voilà le plan. Maintenant, faisons une petite pause sérieuse. Mayer n'était pas en train de glisser dans la vie en mode facile. Être juif à l'époque n'était pas juste différent, c'était dangereux. La discrimination était partout. Et le twist, cette pression a en fait rendu les Rothschild plus malins. L'exclusion les a forcés à créer des réseaux ultra soudés, à communiquer en secret et à être hyper stratégiques. Mayer a transformé ce que la société considérait comme une faiblesse en super pouvoir. Et honnêtement, c'est une leçon de vie. Quand le monde essaie de te bloquer, invente un nouveau chemin. Plus tard, Mayer passe au niveau supérieur. Il ne se contente plus de louer un appartement de la Jugendas de Francfort, il achète carrément la maison familiale et en fait son quartier général. Il se la joue même en imprimant un catalogue illustré pour son commerce de pièces. Un peu comme partager un Etsy, mais au XVIIIe siècle. Puis, il fait le coup qui va cimenter toute la saga Rothschild. Il épouse Gutel Schnapper le 29 août 1770. Gutel était la fille de Wolf Salomon Schnapper, un commerçant respecté de Francfort. Autrement dit, c'était à la fois une histoire d'amour et une alliance commerciale solide. Ensemble, ils auront 19 enfants. Oui, tu as bien entendu, 19. Sur ces 19 enfants, 10 survivront à l'âge adulte, 5 fils et 5 filles. Les fils, Amschel, Salomon, Nathan, Karl et James. Et c'est là que ça devient cinématographique. Mayer Amschel Rothschild mettait en place une stratégie qui allait faire de son nom un synonyme d'argent. Son plan de maître, disperser ses 5 fils dans les plus grands centres de pouvoir européens comme des pièces d'échecs vivantes. Un fils à Francfort, un à Vienne, un à Naples, un à Paris et un à Londres. Boum, 5 flèches tirées droit au cœur de l'Europe. Et ce n'était pas juste une petite escapade familiale, c'était un vrai coup géopolitique, à une époque où le continent bougeait sans cesse entre guerres, révolution et empire en train de s'effondrer. En plaçant un Rothschild dans chaque capitale, Mayer a créé un vrai système nerveux financier pan-européen. Quand quelque chose se passait à Paris, Londres était au courant avant tout le monde. Quand Vienne avait besoin de fonds pour combattre Napoléon, Francfort avait déjà le réseau prêt. C'était la version 1800 du Wi-Fi ultra rapide. Sauf que le Wi-Fi, c'était des courriers, des lettres codées et même des pigeons. Mais ça fonctionnait. The Rothschilds established an unprecedented banking network.
This network allowed them to influence not only the British Empire, but also the politics and economies of Europe, while establishing the modern bond market. Le réseau Rothschild pouvait déplacer argent et informations plus vite que n'importe quel gouvernement ou roi. Voilà leur vrai atout. Alors que la noblesse européenne dépensait des fortunes en palais et maîtresses, les Rothschild traitaient l'information comme de l'or. Nathan Rothschild, le troisième fils de Mayer, disait célèbrement qu'il gagnait plus d'argent en sachant des choses avant les autres qu'avec tout le reste. Traduction, il avait compris tôt le principe, la connaissance, c'est le pouvoir. Petite pensée rapide pour toi qui regardes, mets-toi dans les chaussures de Mayer un instant. Orphelin, ado, vivant dans un ghetto, interdit de métiers normaux, et maintenant tu gères des milliards pour des rois. C'est fou, non? Nathan arrive avec 20 000 pounds de son père, mais il ne se contente pas de doubler la mise, il la triple. Comment? Nathan prend le contrôle du textile de A à Z. Pas juste vendre du tissu, matières premières, teinture, fabrication, tout est sous sa main. 3 revenus au lieu d'un. Boum. Theories surrounding the Rothschild family began to take course. As the Rothschilds' influence increased, so did their range of financial services. Et comme si ça ne suffisait pas, il se lance même dans la contrebande de textiles et de métaux précieux. Ouais, je sais, ça sonne un peu louche. Mais à l'époque, la contrebande était un vrai moyen de contourner les taxes et d'accélérer le commerce. En 1808, la réputation de Nathan explose. C'est un peu le gars qui peut obtenir n'importe quoi, n'importe où. Ses ventes atteignent 800 000 pounds, et pour te donner une idée, c'est une somme complètement folle pour l'époque. Les pays ont toujours besoin de prêts, de change et de transferts d'or. Nathan voit ça et se dit « je gère ». Their financial empire stretched across the continent, providing loans to warring princes, trading in essential goods like wheat, cotton, and arms, and facilitating international payments between the British Isles and Europe. Quand le duc de Wellington a besoin de pièces françaises pendant les guerres napoléoniennes, Nathan achète de l'or auprès de la East Indian Company, le livre au duc et se fait un paquet. Pas seulement grâce à la vente, mais grâce au timing, à la rapidité et aux connexions. En gros, il est le tout premier trader de devises. Et on reviendra sur les guerres napoléoniennes plus tard. Petite pause. Imagine que ton équipe soit si soudée que même si l'un d'entre vous est en galère, les autres lâchent tout pour le sauver. Et en plus, ils font du profit en le faisant. C'est exactement comme ça que les Rothschild fonctionnaient. Exemple, James, le 5e fils de Mayer, est au bord de la banqueroute à Paris après les défaites répétées de la France et Lionel, à Londres, intervient avec un prêt pour sauver la branche. Pas de charité ici, de la stratégie pure. L'unité familiale devient leur avantage compétitif. Un truc qu'aucun outsider ne pouvait copier. Au moment de la mort de Mayer en 1812, les Rothschild étaient intouchables. Ils ont transformé l'exclusion, la discrimination et les options limitées en un véritable plan pour exercer une influence mondiale. Voici l'ADN de l'Empire Rothschild. Rapidité, stratégie, secret et loyauté familiale. Et honnêtement, c'est ce qui a fait des Rothschild des légendes. Préparez-vous, parce qu'à ce moment-là, les Rothschild ne sont plus seulement une famille riche, ils deviennent LA famille riche. Imaginez l'Europe du début du 19e siècle. Napoléon partout, renversant des royaumes et tentant de tout contrôler. Les guerres s'enchaînent, les gouvernements manquent d'argent et le pouvoir, c'est l'argent. C'est là que les Rothschild entrent en scène, prêts à transformer chaque conflit en occasion de profit et d'influence. Vous vous souvenez de Nathan Rothschild? C'est lui le vrai protagoniste ici. Vous avez sûrement entendu l'histoire légendaire à propos de Waterloo. Alors voilà le truc. Au fil des années, cette histoire a été incroyablement exagéré. The key problem with this story is that none of it was around at the time it happened. Nobody said Nathan Rothschild was making a killing. Nobody even said that Napoleon had won. Oui, Nathan était rapide et malin, utilisant coursiers, pigeons et un réseau que personne d'autre n'avait. Mais il n'a pas fait s'effondrer les marchés à lui tout seul. Ce qu'il a réellement fait, c'est gérer d'énormes transactions d'obligations pour le gouvernement britannique, leur fournissant la liquidité nécessaire pour financer l'armée de Wellington, tout en assurant discrètement des profits énormes pour sa banque. Is a conspiracy theory, a yarn, a legend that was fabricated years and years afterwards. Alors même si la légende est exagérée, elle a cimenté sa réputation de génie de la finance. Et oui, elle a aussi alimenté une tonne de théories du complot. Les Rothschild ne jouaient pas d'un côté seulement, ils jouaient sur tous les fronts. Pendant les campagnes de Napoléon, leurs branches à Paris, Francfort et Vienne finançaient plusieurs gouvernements en même temps. C'est comme une partie d'échecs à très haut risque. Si la France gagne, Paris profite. Si c'est la Grande-Bretagne, Londres touche les bénéfices. Cette double stratégie était brillante, mais aussi dangereuse. Elle faisait des Rothschild des cibles de suspicion. Les monarques murmuraient, les rivaux fulminaient, et chaque crack financier ou scandale politique finissait par leur être attribué. Et pendant que les guerres alimentaient leur ascension, les Rothschild ne
ne se contentaient pas de rester dans les obligations d'État. The Industrial Revolution in Great Britain made the surprising success story of the Rothschilds possible. Voilà, c'est à ce moment que les Rothschild deviennent de véritables maîtres de l'infrastructure. Imaginez l'Europe du début à la moitié du 19e siècle. Pas seulement les guerres, mais aussi la révolution industrielle qui bat son plein. Les machines à vapeur sont partout, les usines crachent de la fumée et les villes explosent de croissance. Le transport change de visage. Les chemins de fer deviennent les artères de l'industrie, du commerce et de la guerre. Et devinez qui a vu ça en premier? Les Rothschild. James Rothschild soon sets his sights on a new burgeoning industry, the railroads. James Rothschild, à Paris, avait une place au premier rang pour le boom des chemins de fer en France. L'Angleterre, elle, avait déjà sa ligne Stockton-Darlington et l'Europe continentale courait pour rattraper son retard. James investit massivement dans les nouvelles lignes, achète des obligations et devient en quelque sorte un faiseur de roi de l'infrastructure. Chaque projet de chemin de fer, chaque exploitation minière, chaque pont ou canal était un moyen de contrôler le flux du commerce et des ressources. Imagine être la famille qui possède l'accès aux trains transportant charbon, fer et soldats à travers l'Europe. C'est exactement ce qu'il faisait. Pendant ce temps, la branche de Nathan à Londres suit sa propre route. Il finance des opérations minières en Grande-Bretagne, investit dans le cuivre, l'argent et même l'or. Et le meilleur en tout ça, ils utilisaient souvent l'argent des autres pour financer ces projets gigantesques. The Rothschilds were clever with their money. They often use other people's money to reduce their own risks. James Rothschild played a big part in what was known as syndicate in France during this time. Syndiquer les prêts, répartisser les risques et s'assurer que même si un projet échouait, la richesse principale de la famille restait intacte. C'était de l'ingénierie financière de haut niveau. Et honnêtement, ça ressemble à un mélange entre une partie de Monopoly à gros enjeux et un film de braquage Netflix. Voici une histoire incroyable. Lors d'un énorme projet de chemin de fer en France, la banque de James frôlait littéralement la faillite. Le gouvernement français avait perdu plusieurs guerres. La dette était astronomique et la colère publique grondait. James appelle son neveu à Londres, Lionel, pour obtenir de l'aide. La banque de Lionel disposait à la fois de l'argent et du réseau de confiance pour renflouer Paris. Et meilleur en tout ça, Lionel le fait, en mettant l'unité familiale avant le profit. Encore une fois, ça montre comment leur réseau fonctionnait comme une société secrète. Sauf qu'au lieu des rituels, ils avaient des tableurs, des lettres et des coursiers traversant l'Europe à toute vitesse. Et c'est là que le secret entre vraiment en jeu. While other bankers relied on official channels, the Rothschilds created their own private intelligence network, a sophisticated web of couriers, agents, and informants, spanning every major European city. La famille ne montrait jamais sa richesse ni ses stratégies. Les lettres étaient codées, les coursiers rapides et les branches communiquaient très peu publiquement. Comme ils maîtrisent l'information à la perfection, ils peuvent anticiper les mouvements du marché comme une IA de jeux vidéo en mode expert. What made their system unique wasn't just its scale, but its sophistication. The brothers developed a private code using Hebrew characters and maintained a network of agents that made government intelligence services look amateur by comparison. Coursiers, lettres codées, première forme de veille financière. Ils avaient tout. C'était du génie pour protéger leur empire, mais aussi une arme double tranchant. Plus ils restaient mystérieux, plus les gens inventaient des théories du complot folles, du niveau Illuminati. Petit fun fact, les théories du complot autour des Rothschild existent encore aujourd'hui et beaucoup viennent de leur discrétion et de leur réseau très fermé. Des scandales? Oh oui, il y en a eu à l'appel. Les rivaux essayaient de les faire chuter, des campagnes de diffamation circulaient et chaque crack ou défaite de guerre voyait quelqu'un pointer du doigt la famille. Maintenant, voici un exemple particulièrement croustillant. Les Rothschild deviennent les banquiers attitrés du Vatican. En 1832, le pape Grégoire XVI avait besoin de liquidités pour stabiliser les états pontificaux après les guerres napoléoniennes. Entrent dans la course James et Karl Meyer von Rothschild, qui organisent un prêt de 400 000 pounds. Aujourd'hui, ça représenterait environ 36,5 millions de pounds. Mais Karl, banquier juif, rencontre le pape et était censé lui embrasser les pieds. Un geste de révérence. À la place, il embrasse la bague du pape. Les catholiques étaient outrés. Un critique a même dit « Un juif règne maintenant sur le pape et le christianisme ». Et un autre a lancé « Les Rothschild achèteraient le Christ s'il était à vendre ». Ça fait mal. Due to their success, the Rothschilds became targets of anti-Semitic rumors. For centuries, Europeans had viewed Jews as greedy and manipulative, and the Rothschilds' wealth and connections with Europe's political elite only intensified these stereotypes. Cette pression a poussé les Rothschild à renforcer encore davantage le secret, construisant une réputation à la fois intouchable et insaisissable. The Rothschilds became unofficial diplomats,
influence, using their connections across borders to mediate disputes between nations. Their support could prop up struggling governments or help finance wars. Et au milieu de tout cet argent, il ne faut pas oublier le côté humain. Les Rothschild restaient une famille juive dans une Europe traversée par un antisémitisme profond. Malgré leur influence, chacun de leurs mouvements était scruté, amplifié ou critiqué. Les journaux parlaient à demi-mot de réunions secrètes avec des rois, des rumeurs circulaient sur une prétendue manipulation des marchés et les théories complotistes anti-juives se multipliaient. Le secret qui les avait protégés devenait aussi le carburant de toutes les accusations. Imagine construire un empire à l'échelle de plusieurs villes sans jamais pouvoir apparaître, sans que certains pensent que tu complotes pour dominer le monde. Oui, c'est intense. Et la question reste entière. Génie de la finance ou manipulateur de l'ombre? La vérité, c'est qu'ils étaient un peu des deux, mais surtout humains, ambitieux et très attachés à leur héritage. Ce que les gens ne voient pas, c'est la stratégie derrière tout ça. Ils voient le résultat et murmurent « ça doit être de la magie ou un pouvoir obscur ». So of course they were the perfect targets for anti-Semitic nonsense. Remember, for centuries Europeans had seen Jews as greedy, manipulative money hoarders. A Jew couldn't just be wealthy and successful through hard work, and making the best of his exclusion from most industries. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est celui-là. Un pamphlet bien provocateur publié en 1846, intitulé Rothschild Ier, roi des Juifs. Il a été écrit par un type qui a carrément signé Satan. Oui, t'inventes pas ça. Derrière ce pseudonyme bien provoque, il y avait en réalité un journaliste français, Mathieu Georges Dernweil, qui a accusé en gros Nathan Rothschild d'avoir réalisé le coup le plus machiavélique qui soit. The 36-page pamphlet was full of all sorts of spicy accusations against the Rothschild family. Et vous vous souvenez de l'épisode de Waterloo? Selon lui, Nathan aurait reçu des infos secrètes sur la bataille, serait rentré en vitesse à Londres et aurait fait fortune avant même que le reste du monde apprenne la défaite de Napoléon. Franchement, on dirait le scénario d'une série Netflix, non? Sauf que, c'était faux. Mais ça, les gens s'en fichaient. L'histoire se propage dans les journaux et dans les salons comme une traînée de poudre, et d'un coup, les Rothschild deviennent des figures presque mythiques. Des sorciers de la finance capables de plier l'histoire à leur volonté. Ce pamphlet mélangeait antisémitisme, complot et ragot dans un cocktail explosif. Et il a en gros servi de modèle à toutes les théories du complot sur les Rothschild qui ont suivi. Résultat, chaque erreur, chaque rumeur, chaque crack, même quand ils n'y sont pour rien, leur retombe dessus. Malgré tout ça, ils tiennent plus fort, plus riches et plus intouchables. Dans les années 1860, ils sont devenus un empire industriel, un réseau financier mondial et le modèle même des dynasties bancaires modernes. Alors, les Rothschild dirigeaient-ils vraiment le monde ou étaient-ils prisonniers du mythe de leur propre influence? C'est là que l'histoire prend un tournant complètement fou. Et c'est là que ça devient vraiment chaotique. Depuis plus d'un siècle, les gens murmurent, écrivent, débattent, parfois même crient à propos des Rothschild. Mais démêler le vrai du faux, c'est une toute autre histoire. Et à la fin de cet épisode, vous verrez comment le pouvoir, la paranoïa et quelques coups parfaitement placés ont fait d'eux à la fois des légendes et des aimants à théorie du complot. À la fin du 19e siècle, les Rothschild ne sont plus seuls sur le terrain. Oui, ils dirigent toujours d'immenses banques à Londres, Paris, Vienne, Francfort et Naples. Mais de nouveaux acteurs arrivent. De l'autre côté de l'Atlantique, les Rockefeller, les Morgan et d'autres géants bâtissent des empires capables de rivaliser avec l'ancienne élite européenne. Et soudain, ce monde qui tournait et gravitait autour de l'argent des Rothschild devient beaucoup plus encombré. Aujourd'hui encore, vous avez sûrement entendu ces rumeurs. Les Rothschild contrôlent le monde, tirent les ficelles derrière chaque guerre, chaque économie, chaque événement global. Mais la réalité est plus subtile. Leur influence est énorme, oui, mais nuancée. Et ce ne sont pas des marionnettistes tout puissants. Ce sont des stratèges redoutables, hyper connectés et surtout très discrets. Leur pouvoir ne vient pas du fait de plier le monde à leur volonté, mais d'anticiper, d'aller plus vite que les autres et de rester unis pendant que leurs rivaux se divisent. Et voilà le problème. Plus tu réussis, plus les regards se tournent vers toi et plus les soupçons grandissent. L'histoire européenne est pleine de jalousie, d'envie et, il faut le dire, d'antisémitisme. Prenons les guerres mondiales. À l'approche de la Première Guerre mondiale, les Rothschild restent des géants de la finance. Mais les enjeux, eux, explosent. Les frontières bougent, les empires s'effondrent et les sentiments antisémites se propagent à grande vitesse. Certaines branches sont directement touchées. Rothschild allemands perdent des actifs, les branches françaises sont menacées et Londres devient le principal refuge. For the first time, members of the Rothschild family align with opposing sides. Les membres de la famille fuient, cachent leurs actifs et continuent d'opérer depuis l'exil. Mais malgré tout ce chaos, le réseau, lui, tient bon. C'est comme une partie de risque à très haut niveau, sauf qu'ici, les pions sont des économies entières et les dés, eux, ce sont des guerres. Mais on reviendra sur la Première Guerre mondiale un peu plus tard. In 1939, just 21 years after the end of World War I, the biggest war in human history erupts.
Ensuite, arrive la fameuse Seconde Guerre mondiale. Pensez à ce que ça signifie, être l'une des familles juives les plus riches et influentes d'Europe alors que les forces d'Hitler envahissent le continent. Rothschild de Paris, Vienne et Francfort sont clairement en danger de mort. Leurs propriétés sont confisquées, leurs banques menacées et les membres de la famille doivent fuir pour survivre. When German tanks rolled into Paris in 1940, the French Rothschilds were in grave peril. The older ones, Edward, Robert, and Morris, managed to escape. They ended up by sundry paths and stops in the United States or England. Beaucoup fuient vers la Grande-Bretagne ou les États-Unis, certains utilisant leurs relations bancaires de longue date pour protéger ce qu'ils peuvent. C'est une histoire à la fois de pertes et de résilience. Ils reconstruisent littéralement à partir des cendres, mais cette fois, le monde les observe. Et les commérages vont bon train. Pendant que l'Europe brûle, les Rothschild continuent discrètement d'influencer la politique mondiale. Leur argent ne finance pas seulement les banques, il sert aussi aux infrastructures, aux implantations. Et oui, à certaines initiatives politiques. L'un des exemples les plus marquants concerne la Palestine. Et là, ça devient vraiment fou. Lord Jacob Rothschild, 4e baron Rothschild et arrière-petit-fils de Nathan, a un jour déclaré sans détour « Ma famille a créé Israël ». Audacieux non, mais ce n'est pas totalement exagéré. There was early financial support from the Rothschilds for Jewish settlements in Palestine. Then there was the Balfour Declaration. These were two crucial aspects of the creation of Israel. Décryptons ça. Les Rothschild ont joué des rôles, parfois de soutien, parfois décisifs, dans des projets sionistes avant et après 1948. D'abord, les Rothschild ne se contentaient pas de rester en Europe à compter leurs pièces. Ils investissaient sérieusement en Palestine des décennies avant la création d'Israël. Le baron Edmund James Rothschild, petit-fils de James Meyer, a injecté plus de 5 millions de livres dans les colonies juives sous domination ottomane dans les années 1880. Et ce n'était pas de la petite monnaie, c'était de l'argent pour construire une économie à partir de zéro. Baron Rothschild invested more than £5 million in the land of Israel, bought around 50,000 hectares, and aided in the establishment of around 30 villages, factories, wineries and production plants that became the backbone of the Israeli economy. Alors, quand Jacob Rothschild se vantait, il avait des preuves. Avance rapide jusqu'en 1917. Le monde est en plein chaos. La Première Guerre mondiale fait rage et la Grande-Bretagne publie ce qui devient l'un des documents les plus explosifs de l'histoire du Moyen-Orient. La déclaration Balfour. Ce n'était pas un vague mémo politique, c'était une lettre directe du secrétaire britannique aux affaires étrangères, Arthur Balfour, adressée à Lionel Walter Rothschild. Le message, la Grande-Bretagne soutient un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Pas un État, pas un royaume, juste un foyer national. Le choix des mots était très calculé, assez doux pour sembler inoffensif, mais suffisamment lourd pour marquer l'histoire. Le hic, la Palestine abritait déjà des communautés arabes. La déclaration précisait que les droits civils et religieux ne seraient pas affectés, mais remarquez ce qui manque, les droits politiques. Les petites lignes excluaient en gros l'autodétermination arabe. Cette simple lettre n'a pas seulement ouvert la voie à la création d'Israël, elle a allumé la mèche d'un conflit qui dure depuis un siècle et qui brûle encore aujourd'hui. Pour certains observateurs, l'utilisation du capital familial pour influencer la construction d'un État relève de la philanthropie et du développement national. Pour d'autres, c'est un pilotage politique par des acteurs privés avec peu de comptes à rendre. Les deux lectures ont des preuves à l'appui et méritent un examen critique. Et en parlant de philanthropie, c'est aussi devenu un volet majeur de l'héritage Rothschild. Oubliez les cadeaux flashy des milliardaires sur Instagram aujourd'hui, les Rothschild, eux, financent les arts, la science, des projets environnementaux, des hôpitaux et des universités à travers l'Europe. Pour eux, la richesse n'est pas seulement un score à afficher, c'est un outil pour façonner la culture et la société. Cela ajoute une autre couche à la perception publique. Certains les voient comme des héros culturels, d'autres comme une élite manipulatrice. Et les deux points de vue sont techniquement corrects. Maintenant, parlons des trucs fous. Ceux qui alimentent les fils de conspiration que tu as vus sur Reddit à 3h du matin. Le XXe siècle apporte un véritable raz-de-marée de mythes autour des Rothschild. Les célèbres protocoles des sages de Sion, un document antisémite falsifié, prétend qu'il existe une conspiration mondiale des Rothschild. The work originated in circles of the Russian secret police, based on materials borrowed from earlier conspiratorial anti-Jewish writings and theories. Plus tard, les murmures autour d'un nouvel ordre mondial les présentent comme des marionnettistes contrôlant gouvernement et économie. The New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, certains posts sont complètement fous, d'autres carrément absurdes, comme l'idée qu'ils auraient orchestré personnellement les deux guerres mondiales. Spoiler, non. Oui, leur influence est immense, mais elle repose sur une combinaison de finances avisées, de cohésion familiale et de timing, pas sur une domination mystique du monde. En fait, toutes ces rumeurs, conspirations et mythes font partie de leur héritage. Ils sont devenus plus grands que nature, non seulement à cause de l'argent, mais parce que les gens avaient besoin d'expliquer leur succès. Et soyons honnêtes, qui n'aime pas un peu de mystère? C'est comme quand ton ami gagne toujours au Monopoly
et que tu commences à l'accuser de tricher. Sauf que là, tu multiplies ça par des empires et des milliards de livres. Donc, à la moitié du XXe siècle, les Rothschild restent puissants, mais leur domination est partagée. Ils ont survécu aux guerres, à l'exil, au krach économique et aux tragédies personnelles. Et maintenant, ils s'adaptent au nouveau paysage financier et continuent d'influencer des secteurs allant de la banque à la philanthropie. Leur histoire n'est pas celle d'un contrôle mondial absolu. C'est une histoire d'adaptation, de survie, de stratégie et d'héritage, tout en étant la cible de jalousie, de haine et parfois de rumeurs complètement absurdes. À la fin du siècle, ils sont toujours là, discrets, calmes, mais indéniablement influents. Côté social, la famille adorait la culture, les fêtes, le mécénat artistique et le spectacle. Un des épisodes les plus connus et dont Internet s'est emparé est le bal surréaliste des Rothschild de 1972 au château de Ferrières. Un carnaval extravagant teinté de Salvador Dali, organisé par Marie-Hélène et Guy de Rothschild. Le décor comprenait des éléments absurdes. Membres de mannequins, invitations miroirs, accessoires surréalistes, et bien sûr une liste d'invités composée de célébrités et d'artistes. Les photographies et les récits contemporains montrent que le bal était théâtral et extravagant, mais ils ne montrent pas de rituels occultes. Et comme c'était secret, surréaliste et réservé à l'élite, des décennies de folklore conspirationniste se sont greffés dessus. Certains commentateurs en ligne vont jusqu'à suggérer que cela aurait inspiré l'ambiance des orgies masquées dans la pop culture, un peu comme dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Les historiens sérieux considèrent ce lien comme spéculatif et symbolique plutôt que littéral, mais l'image d'élite masquée festoyant dans l'ombre a marqué l'imaginaire collectif. Parfait pour nourrir les communautés conspirationnistes. Bon, nous voilà au 21e siècle et les Rothschild sont toujours là, mais pas de manière flamboyante de contrôler le monde. Pense plutôt à eux comme des maîtres du jeu en coulisses, discrets, calculés, diversifiés et oui, toujours incroyablement riches. Leur modèle bancaire à l'ancienne a évolué, mais certains principes, eux, ne changent jamais. Unité familiale, discrétion et flair pour repérer les opportunités avant tout le monde. Commençons par les bases. Aujourd'hui, les Rothschild opèrent dans plusieurs secteurs. La banque reste centrale. Banque d'investissement, gestion de patrimoine et d'actifs, private equity, mais ils se sont aussi diversifiés dans les vignobles, les hôtels de luxe, l'énergie et l'immobilier. Today, their holdings span financial services, real estate, mining, energy, and charitable work. Additionally, the family owns more than 24 wineries worldwide. C'est exactement le même état d'esprit que Mayer Amschel Rothschild avait à Francfort. Repérer un marché, le maîtriser intelligemment et le développer stratégiquement. On peut dire qu'ils étaient les OG du portefeuille diversifié. Et voici la partie croustillante pour les amateurs d'histoire et les passionnés de conspiration. Encore aujourd'hui, leurs mouvements financiers sont scrutés, analysés et parfois largement exagérés. Maintenant, pense au fil de discussion sur internet que tu as sûrement parcouru à 2h du matin avec les affirmations du type « Les Rothschild contrôlent l'économie mondiale » ou « Toutes les banques centrales leur doivent des comptes ». Petit retour à la réalité, oui ils influencent d'importants flux financiers, mais le monde a changé, les banques ont proliféré et des méga financiers comme les Morgan, Rockefeller et Gates partagent désormais la scène. They're still wealthy, though not as wealthy as they used to be since so many of their assets were seized during the Holocaust. Et là, il ne s'agit pas tant de domination secrète que de rester pertinent, de préserver un héritage et d'influencer les marchés discrètement. La philanthropie reste un pilier majeur de leur identité et aujourd'hui, les Rothschild financent les arts, les sciences, la recherche médicale, les initiatives environnementales et l'éducation partout à travers le monde. Pas en lançant de l'argent à des galas, mais en soutenant tranquillement le Louvre, la National Gallery et des programmes universitaires majeurs. C'est un mouvement stratégique, leur héritage ne se mesure pas seulement aux richesses, mais dans les institutions, la culture et les sociétés qu'ils impactent. Et oui, cela crée à nouveau une double perception, ils sont célébrés comme des visionnaires culturels ou critiqués comme une élite intouchable. Maintenant, passons à un côté un peu plus personnel. La famille est célèbre pour sa discrétion, presque à l'excès. Contrairement aux influenceurs milliardaires qui postent chaque déjeuner sur leur réseau, les Rothschild gardent leur vie privée hors ligne. Sir Evelyn von Rothschild, descendant de Nathan Mayer Rothschild, a dirigé NM Rothschild & Sons jusqu'à la fin du XXe siècle, résistant à la pression moderne d'étendre la propriété au-delà de la famille. Il estimait que le contrôle familial sur la banque était plus important que les profits à court terme. Cette philosophie guide encore aujourd'hui la gestion des risques et de l'héritage des Rothschild. Mais bosser sans relâche ne fait pas de vous un ange. Sir Evelyn a été accusé d'avoir exploité sa position dans la célèbre banque pour abuser de femmes travaillant avec lui. Oui, même à l'époque moderne, les scandales trouvent leur chemin. Prenons Robert Maxwell, le monarque des médias dont les malversations financières ont secoué la réputation des Rothschild dans les années 1980-90 et dont la mort a suscité de nombreuses spéculations. Meurtre ou le Mossad. L'implication directe de la famille dans ses méfaits ou sa disparition reste floue, mais l'affaire a renforcé l'importance de la discrétion et du choix minutieux des partenaires. La leçon, même des dynasties aussi expérimentées que les Rothschild restent vulnérables au drame humain. Bien sûr, les théories du complot n'ont pas disparu, elles ont seulement évolué. Everyone knows about Epstein's Island, but have you heard about Rothschild's Island? They bought an island right in Antarctica. Their island is completely censored out on Google Maps and you can't see anything. So why do they need an island in Antarctica?
Forums, clips TikTok et vidéos YouTube relient sans cesse les Rothschild à tout, du système bancaire mondial à de sombres histoires de nouvel ordre mondial. La réalité, la plupart de ces théories viennent de leur importance historique, de leur identité juive qui a alimenté des siècles et mythes antisémites, et de leur tendance naturelle à rester discret. Plus tu es invisible tout en restant influent, plus les histoires deviennent conscientes. Et voilà une anecdote récente qui montre comment le nom Rothschild fonctionne à la fois comme capital social et comme appât à arnaque. En 2002, les médias ont parlé d'une femme qui se faisait passer pour une héritière Rothschild, réussissant à accéder à des événements à Mar-a-Lago et à poser avec des personnalités influentes. Les enquêtes ont montré qu'il s'agissait d'une imposture, preuve que le nom Rothschild ouvre encore des portes et que certains sont prêts à exploiter cette aura. Cet épisode ne prouve pas un contrôle mondial. Il montre surtout que ce nom a une vraie valeur symbolique et qu'il peut être monétisé. De la même manière, dans la politique américaine, on trouve des exemples où des responsables invoquent les Rothschild de façon conspirationniste, avec des accusations marginales qui reprennent des clichés antisémites classiques. Et ces références, elles, participent à la reproduction des mythes dans les écosystèmes médiatiques actuels. Ce sont des faits que l'on peut citer, pas juste des blagues. Avance rapide jusqu'en 2023. Les Rothschild restent influents, mais discrets. Leur influence touche à tout, des régulations bancaires à l'énergie en passant par le vin. Ils ne dirigent pas le monde à eux seuls, mais ils représentent un lien vivant entre les grandes dynasties du passé et les systèmes financiers modernes. Leur histoire montre comment une famille peut transformer l'oppression en opportunité, le secret en stratégie et la richesse en héritage durable. La partie la plus folle, ce n'est pas leur pouvoir, ce sont les mythes qu'ils ont inspirés. Pendant des siècles, on a surestimé, exagéré et fantasmé leur influence. D'une certaine manière, les Rothschild sont devenus des légendes parce qu'ils ont laissé le monde raconter l'histoire, sans jamais en avoir totalement contrôle. Alors, est-ce qu'ils dirigeaient le monde? Non. Est-ce qu'ils représentaient une puissance financière immense, capable de s'adapter et dont les décisions ont parfois influencé le cours de l'histoire? Oui. Ont-ils aussi servi de bouc émissaire pratique, alimentant peur politique et fantasmes antisémites? Là encore, on pourrait dire que oui. C'est justement là que tout se joue. Pouvoir, perception et préjugés se sont mêlés pour créer une légende, qui a survécu bien au-delà du monde qu'il a vu naître. Les Rothschild ne sont qu'un point de départ, parce qu'à partir du moment où on commence à suivre la circulation de la richesse et de l'influence à travers l'histoire, un schéma bien plus large apparaît, bien au-delà d'une seule famille. Quand on suit ce schéma, on retrouve des dynamiques similaires et d'autres contextes, à chaque fois façonnées par de nouvelles industries, de nouvelles institutions et de nouvelles formes de pouvoir. On le voit par exemple avec l'essor industriel de familles comme les Rockefeller, ou encore avec l'émergence de réseaux modernes reliant pouvoir politique et économique à l'échelle internationale. C'est pour ça que ces histoires reviennent sans cesse, souvent simplifiées ou déformées. Et quand on prend le temps d'y regarder de plus près, une image plus claire se dessine, celle de systèmes de pouvoir qui se construisent progressivement et qui restent visibles pour ceux qui savent où regarder. Et c'est justement cette perspective que cette série va continuer d'explorer. Mais quand on prend le temps d'y regarder de plus près, une image plus claire se dessine, celle de systèmes de pouvoir qui se construisent progressivement et qui restent visibles pour ceux qui savent où regarder.